vais donner la parole tout de suite à Pierre Klein, qui est professeur en retraite, président de la Fédération Alsace Bilingue, président de l'Initiative citoyenne alsacienne, essayiste. Et on lui doit entre autres l'histoire politique de l'Alsace, l'histoire linguistique de l'Alsace et bien d'autres ouvrages, mais je ne veux pas l'embarrasser avec cette longue liste. Le titre de son exposé aujourd'hui, du linguicide dissimulé à un franc aggiornamento linguistique en passant par le post-nationalisme, aperçu général, aperçu alsacien. À vous, Pierre. Meine Damen und Herren, ich wünsche allen einen guten Tag, aber auch eine gute Tagung. Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une bonne journée et un beau colloque. J'ai légèrement modifié le titre de mon intervention qui s'intitule maintenant « Mutation linguistique consentie ou linguicide organisé ». Un point de vue alsacien. Si l'Alsace détient encore le plus fort taux de locuteurs en langue régionale, ce n'est pas qu'elle soit ni plus vertueuse que d'autres régions, ni qu'elle bénéficie aujourd'hui d'un statut particulier. Cette particularité alsacienne provient en grande partie du fait que l'Alsace a été détachée de la République de 1870 à 1918. Ce retour dans le monde germanophone a évidemment boosté la langue allemande en Alsace, qu'il s'agisse de l'allemand standard ou de l'allemand dialectal. De plus, entre les deux guerres, donc de 1918 à 1940, l'allemand bénéficiait d'une quasi-co-officialité avec la langue française. Cela est révolu et l'Alsace rattrape à grands pas la situation des autres langues régionales de France. À l'heure actuelle, dans les petites sections des écoles maternelles d'Alsace, il n'y a pas 1% d'enfants qui ont été familiarisés au dialecte. On aimerait ne pas avoir à formuler de graves critiques à l'égard de la République, pays des droits humains, surtout lorsque l'on est alsacien. Mais voilà, on ne peut les éviter, tant les droits linguistiques qui relèvent éminemment des droits humains n'y sont pas pleinement respectés, loin s'en faut. En France, le lien entre la puissance publique et la langue française, entre le centralisme et le monolinguisme est très ancien. À l'origine du monolinguisme français se trouve la construction de l'État. La France est construite comme un empire par intégration successive de provinces au domaine royal capétien originel. Le liant en a été l'administration qui, selon la volonté royale, devait, dans un pays pourtant multilingue, être exclusivement de langue française. Chaque intégration était accompagnée d'ordonnances imposant la langue française dans l'administration des pays nouvellement conquis. Monarchique d'abord, la centralisation est devenue républicaine et jacobine, la nation étant appelée à s'unir par elle et autour d'elle, c'est-à-dire aussi au monolinguisme français, au point que centralisme administratif, nation et langue française ont été confondus. C'est le Sonderweg français. Il en résulte que vouloir réformer le système administratif et promouvoir les langues régionales apparaît d'emblée aux yeux de beaucoup comme une volonté de s'en prendre à l'État lui-même, ce qui est stupide. Ajoutons à cela que tout conquérant développe toujours une méfiance à l'égard du conquis et qu'une certaine élite française est éduquée dans l'ignorance, voire dans le mépris des langues de France autres que le français. Le centralisme connut un apogée durant la Révolution et surtout sous le Premier Empire et a été maintenu par les régimes successifs jusqu'à nos jours. Si certains ont pu la justifier au moment de la Révolution, faut-il pour autant qu'elle reste le modèle à reproduire
ad vita aeternam, alors que ces inconvénients sont amplement reconnus. Néanmoins, pour nombre de révolutionnaires, la nationalité était entièrement déterminée par la citoyenneté, et la langue française ne constituait pas, en théorie, un critère de nationalité. En pratique, cependant, plus la France est prétendue une et indivisible, plus l'hétérogénéité linguistique et culturelle en son sein la gênait. Ainsi, le critère linguistique, c'est-à-dire le monolinguisme, a, au travers d'une confusion entre nationalité et citoyenneté, finalement tendu à s'imposer dans la définition de la nationalité. Nombre de révolutionnaires avaient envisagé un autre développement pour la gouvernance de la France, celui du fédéralisme. La France connaîtra même une révolte fédéraliste, mais elle sera durablement réprimée. On nous dit que l'ensemble des Girondins ont été guillotinés ou se sont suicidés pour ne pas l'être. Les Jacobins triomphèrent des Girondins et purent installer durablement leur idéologie. L'idée d'une France réduite à une seule langue, au monolinguisme, s'est imposée au travers de la socialisation à la quasi-totalité des Françaises et des Français, y compris à une bonne partie des locutrices et locuteurs d'autres langues de France que le français. La République avait-elle besoin d'éradiquer les langues et cultures régionales pour donner toutes ses chances à l'apprentissage du français? On sait aujourd'hui que non. Un bilinguisme bien conçu est parfaitement possible, et il est un plus et non un moins. L'idéologie jacobine qui a prévalu au monolinguisme d'État reste très prégnante et constitue un courant de pensée dominant. Elle repose pour beaucoup sur l'idée que c'est la langue qui fait la nation et qu'elle en constitue le ciment principal. Notons en passant que les Jacobins tenant de l'égalitarisme ont l'égalité sélective. Pour eux, toutes les langues ne se valent pas. Quelle est la part de nationalisme conscient ou inconscient dans cela? Le Jacobin est-il un nationaliste qui s'ignore? On ne le sait que trop. En arrière-plan de notre débat se trouve la confusion opérée pour beaucoup entre langue et nation. La langue est-elle véritablement le ciment essentiel de l'union nationale? Ceux qui, en France, étaient dans la résistance et ceux qui s'étaient rangés du côté du maréchal parlaient la même langue et pourtant n'étaient unis en rien. Et la nation était alors bien déchirée. Poursuivons. Qu'est-ce qui distingue un Suisse francophone d'un Français francophone? Ce n'est pas la langue. Qu'est-ce qui fait de l'un un Suisse et de l'autre un Français? Ce n'est pas la langue, en tout cas pas que la langue. Ce qui fait de l'un un Suisse et de l'autre un Français, c'est la culture, et notamment la culture politique transmise et partagée au travers de la socialisation et de sa stratégie identitaire. Autrement dit, de ce que l'on met dans la tête des gens au travers, en quelque sorte, d'un formatage. On voit plus loin de la plateforme de la cathédrale de Strasbourg que de la tour Eiffel. On voit qu'un autre développement de la démocratie et de la conception de la chose linguistique est possible, sans que pour autant cela ne remette en question le vivre ensemble, bien au contraire. Je vous lis un extrait de l'article 1er de la Constitution helvétique. Le peuple et les cantons suisses, déterminés à vivre ensemble leur diversité dans le respect de l'autre et l'équité. La Suisse fait de sa diversité linguistique un des piliers de son unité nationale. Bien plus que d'être unie dans la diversité, elle est unie par la valorisation de ces différences. En ce sens, elle est un anti-modèle. La Suisse est une anti-France. Nous devenons français en ce que nous faisons nôtre, ce qui nous est présenté de la France en s'y identifiant. Mais ce qui nous est présenté de la France relève bien moins d'une francitude ouverte et diverse, fondée sur une culture plurielle,
ce qui ne signifie pas automatiquement multiculture ou mosaïque, que sur une francité repliée et fermée, définie principalement par l'unicité de la langue, de sa langue, de son histoire et de sa culture, c'est-à-dire comme une ethnie, pour ne pas dire comme un national-communautarisme qui repose sur l'homogénéité et exclut l'hétérogénéité linguistique et culturelle en particulier. Les tenants de ce système ne cessent d'accuser les militants de la cause du bilinguisme de communautarisme, nous faisant ainsi une belle projection. Ils les accusent des mots dont ils sont en réalité eux-mêmes les porteurs. Dans les cours de récréation, on appelle cela « c'est celui qui dit qui est ». Contrairement aux Jacobins, les militants en question additionnent et fusionnent selon la formule 1 plus 1 égale 2. Leur arithmétique n'est pas du 2 moins 1. On oppose souvent en France la conception allemande à celle française de la nation. La première serait objective, définie par l'unicité de la langue, de l'histoire et de la culture. C'est la nation culturelle, l'ethnie, le folk. La seconde serait subjective en ce qu'elle est fondée par le sentiment d'appartenance et la volonté d'être et de vivre ensemble. C'est la nation naissant d'un acte subjectif d'autodéfinition, confère Renaud et son plébiscite quotidien. Cependant, nous l'avons vu, les régimes successifs vont aussi s'empresser à construire une nation culturelle en France par exclusion de la propre diversité française. Le principe de l'union dans la diversité reste largement à installer dans l'habitus français. Ce principe ne peut devenir une réalité qu'à la faveur du recentrage politique sur l'essentiel, à savoir la primauté des principes universels de droit, de justice, de liberté et de solidarité qui constituent pour les citoyens un véritable capital social et un incontournable socle commun. Lorsque l'attachement à la loi fondamentale elle-même recentrée sur les principes évoqués et lorsque l'allégeance à l'état de droit seront placés au-dessus de toute autre considération, il deviendra possible de libérer la culture majoritaire ou dominante de sa propension à vouloir se substituer au pacte civil et social et à installer partout la mêmeté et la pareilleté. Il sera alors envisageable de reconnaître les appartenances culturelles multiples, l'individu dans toutes ses dimensions et partant l'unicité politique et la pluralité culturelle de la nation. Il s'agit non pas de se soustraire aux principes universels, mais au contraire de considérer que ceux-ci ne prendront véritablement leur sens que si les identités culturelles et les appartenances multiples ne feront plus l'objet de discrimination. En parallèle au principe d'union dans la diversité se trouve aussi celui du postnationalisme. Le postnationalisme, bien qu'il ne soit pas strictement considéré comme l'antinome du nationalisme, les deux termes et leur hypothèse sont néanmoins en opposition, car le postnationalisme est un processus, selon nous, à la fois internationaliste et infranationaliste, en ce qu'il ouvre la nation à la pluralité. En ce sens, il est un non-nationalisme. Les Français, en excluant leur propre diversité, seraient-ils des nationalistes qui s'ignorent? Nous sommes convaincus qu'une large partie des Françaises et des Français, si leur avis était sollicité, trouverait normal qu'on ne demande pas aux locutrices et aux locuteurs d'autres langues de France d'y renoncer. Au nom de quoi d'ailleurs? Et qu'ils trouveraient tout aussi normal que ces compatriotes puissent profiter d'une politique linguistique en faveur du bilinguisme français langue régionale. Que les Jacobins qui détiennent les rênes du pouvoir politique et médiatique démontrent qu'ils sont non seulement républicains, mais aussi démocrates et qu'ils osent sortir de leur zone de confort et mettre leur conception en débat. Cela contribuerait, à ne pas en douter, à donner plus de cohérence à la pensée dominante, qui est aussi une pensée unique, tant certains sujets qui
qui nous tiennent à cœur sont insuffisamment travaillés en France. Que le français soit la langue commune de tous les Français est chose communément admise, mais pourquoi serait-elle la seule? Au nom de quoi les langues régionales ou minoritaires ne bénéficient-elles pas d'une pleine existence scolaire, sociale et culturelle, seule à même d'assurer leur survie? Serait-ce effectivement au nom d'une perception nationaliste, voire ethnique, de la chose linguistique, le nationaliste survalorisant le propre et excluant le différent? En son temps, Georges Pompidou, président de la République, tenait d'ailleurs en Alsace des propos à la hache. Il n'y a pas de place pour les langues et cultures régionales dans une France destinée à marquer l'Europe de son sceau, disait-il. Entre-temps, un bémol a été mis à cette perception des choses et les langues régionales sont désormais inscrites au patrimoine de la République. Mais dans la réalité, les choses n'ont pas véritablement changé, sinon qu'une petite place leur est faite, notamment à l'école. Si un patrimoine a pour vocation d'être valorisé, il peut aussi être négligé. Par ailleurs, les Français sont amplement laissés dans l'ignorance quant à la réalité de la diversité linguistique française et à la valeur des langues de France, largement perçues comme des patois par les grossiers, corrompus, pas faits ni à faire. Accepteraient-ils la disparition de leur langue? Évidemment non. Pourquoi accepteraient-ils la disparition de celles qui ne sont pas les leurs et pourtant de France? Faute d'empathie? Seraient-ils tous des nationalistes? Sans doute sont-ils tous ignorants des politiques linguistiques et culturelles conduites dans leur pays, faute d'un débat récurrent au niveau des instances décisionnelles et surtout des médias. Concernant l'Alsace, nous avons les mêmes problèmes que les autres régions de France. Nous avons cependant deux couches supplémentaires, à savoir un antigermanisme français traditionnel et historique et un antigermanisme alsacien tourné contre une part de soi-même par réaction post-traumatique consécutive à l'annexion nazie. Cette réaction a été accompagnée de lourds interdits linguistiques à l'encontre de la langue allemande standard et a facilité leur mise en œuvre. L'objectif de ces interdits était de toute évidence de mettre fin à un terme rapproché à une exception alsacienne où la langue française ne bénéficiait pas, avant 1940, du monopole linguistique et culturel en cours dans le reste du pays et aussi à un accès à une grande langue et une autre grande culture que la française, à savoir l'allemande. Une fois cela accompli, le standard allemand devait apparaître aux yeux des Alsaciens comme une langue étrangère et la culture allemande comme une terra ignoto inconnue. Dans ce schéma, les dialectes d'Alsace, une fois découplés de la langue et de la culture desquelles ils participaient, et se faisant appauvris, devaient connaître une patriotisation et l'inutilité. Si l'Alsace a été annexée à l'Allemagne nazie, si cette annexion a occasionné un véritable traumatisme et si le post-traumatisme a consisté à rejeter tout caractère allemand de l'Alsace, le temps de la résilience, celui du Verdet der du bist, devient qui tu es, n'est-il pas venu? Celui du triomphe sur toutes les inhibitions, sur tous les reniements, refoulements et fatalismes et du plein déploiement de ses possibilités. Si l'Alsace a été le lieu malheureux des antagonismes nationaux français et allemands, elle a aussi été le lieu heureux où se sont rencontrées et fécondées deux grandes cultures européennes, la française et l'allemande. C'est dans la confluence et la synthèse que l'Alsace est véritablement alsacienne. Et ce faisant, l'identité alsacienne s'inscrit d'emblée dans le post-nationalisme qui rejette tout ethnisme. Ainsi définie, l'Alsace ne peut donc être perçue comme une ethnie
et les politiques linguistiques et culturelles conduites en Alsace, dont la conséquence est que la langue et culture régionale d'Alsace sont un champ de ruines, ne peuvent être qualifiées d'ethnocide. Par contre, dans la mesure où la langue et la culture régionale d'Alsace sont dans la situation évoquée, et bien que cela soit la première fois que personnellement je vais employer ce vocable en public, il y a bien mise en œuvre d'une politique évidemment dissimulée, non dite, non reconnue, mais réalisée de linguicide. Il se parle quelques 6000 langues à travers le monde, il en disparaît plusieurs dizaines chaque année. Disparaissent celles qui ne bénéficient pas d'une existence scolaire, sociale et culturelle. Ne pas leur conférer cette existence revient à ne pas vouloir les voir vivre et se développer. C'est en tout cas les condamner à servir à peu, sinon à rien, une mort programmée. Je vais en finir. Une population renonce-t-elle librement à sa langue? La population alsacienne est en Europe la seule qui, dans sa majorité, a muté linguistiquement au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Elle a connu le passage d'une langue majoritaire à une autre langue majoritaire. Les politiques qui auraient permis un bilinguisme collectif généralisé à toutes les sphères de la vie sociale et culturelle alsacienne n'ont été ni pensées ni voulues. Certes, la mutation linguistique ne prive pas les Alsaciennes et les Alsaciens de communication. Changer de langue n'empêche pas la communication. Ce que la mutation opère, c'est la perte de l'interland culturel, de la langue perdue, la perte de la culture que véhiculait cette langue, la perte d'une certaine vision du monde et d'une double lecture de la vie, des gens et des choses. La perte, enfin, de la possibilité de faire se rencontrer et se féconder les deux grandes cultures européennes, la française et l'allemande, et de remplir le fier devoir historique que des intellectuels alsaciens avaient assigné à l'Alsace, celui d'être un pont entre la France et l'Allemagne et le monde germanique. L'individu ne choisit pas sa langue. Elle lui est imposée par la socialisation, anticipée d'abord. Les parents vont choisir telle ou telle langue en fonction de la valeur de la langue dans la société dans laquelle ils vivent ou veulent faire vivre l'enfant. Puis primaire, la langue de la famille, et secondaire, école, société, médias. Il pourra donc être socialisé dans une autre langue que celle originelle et ostracisé de ses parents. Ce fut, et c'est encore le cas en Alsace. Pour faire changer de langue à une population, il faut faire intervenir plusieurs facteurs. Diminuer le nombre de locuteurs et les fonctions de la langue dominée, d'évaluer sa fonction identitaire et obtenir la légitimation de cette politique. Le changement de langue peut se faire par rupture d'une génération à l'autre ou de façon continue par un lent processus d'absorption. Le changement est d'autant plus rapide que les deux phénomènes s'additionnent. C'est le cas en Alsace. Je ne suis pas un dinosaure. Encore dans les années 1950, dans le village de mon enfance, mon premier cinéma, mon premier théâtre, mes premières prières, mon premier journal, ma première radio étaient de langue allemande. La langue française chantait dans les salles de classe et servait dans l'administration qui d'ailleurs utilisait beaucoup de documents bilingues. Dans l'enceinte de l'école, nous étions punis lorsque nous parlions notre langue maternelle, l'Elsasserdeutsch. La génération de mes parents, certes, utilisait majoritairement l'allemand dialectal d'Alsace dans la communication courante, mais était parfaitement bilingue. On aurait pu bâtir sur cette situation un bilinguisme collectif, permettant à chacun d'utiliser la langue de son choix dans toutes les sphères de la vie sociale et culturelle, il n'en fut rien. Bien entendu, les Alsaciens ont souhaité et accepté la forte progression de la langue française que l'Alsace a connue. Mais inversement, ce n'est pas volontairement qu'ils ont consenti à l'abandon de leur langue première. Il a fallu une bonne part de contraintes objectives et subjectives pour en arriver là. Cette savante orchestration, accompagnée d'une non moins savante action pédagogique, soutenue par une construction de l'oubli et par la suffisance
de certains fonctionnaires, corroborés par des stratégies d'évitement de la part de sachants et de dirigeants, et appuyés par des comportements d'autocensure et d'autodiscipline qu'elle a suscité, a conduit les Alsaciens à légitimer la domination linguistique et culturelle et à reproduire le modèle imposé. Retourner revivre dans ce village en 2010, je n'ai pu que constater une mutation linguistique bien avancée au profit de la seule langue française, et les gens de mon âge avec lesquels je parlais jadis dialecte s'adressent maintenant à moi en français et trouvent cela normal, enfin presque. Quant aux jeunes, l'absence d'existence scolaire, sociale et culturelle pleine et entière, aussi bien de l'allemand standard que dialectal, a fait son œuvre. Elle n'a pas changé de langue, elle n'a quasiment été socialisée qu'en langue française. La langue de ma grand-mère, qui était aussi celle de Goethe, de Luther, de Freud et d'Einstein, est moribonde à Utenheim. Oh, elle respire encore, mais faiblement. Le crime est presque parfait. On connaît les auteurs, ramenons-les à la raison. Je vous remercie.